Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Jamel Diouani. Bonjour Rachid et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté de monter sur un ring et de mettre quasiment les gants pour ce ring avec vous. Je rappelle Jamel Diouani, vous êtes député Istiklal. Vous êtes également président de la commission des secteurs productifs à la première chambre du Parlement. Et vous êtes également membre de l'Alliance des économistes Istiklaliens. Tout à fait. 3 rondes thématiques avec vous, autour bien sûr de ce qui fait l'actualité et qui domine l'actualité aujourd'hui avec le projet de loi de finances 2024 et les débats qui ont démarré au Parlement. Première ronde, PLF 2024, où est la croissance et où sont les financements? Deuxième ronde, fiscalité, réforme de la TVA ou nouvelle forme de hausse des prix, avec un point d'interrogation, puisque j'ai vu que Nadia Fteh Alaoui s'était défendu de cela, mais on reviendra avec vous en détail sur l'impact de la réforme de la TVA, essentiellement d'ailleurs sur les produits à la consommation. Et troisième ronde, classe moyenne. Une population en voie de disparition. Est-ce que on est en train aujourd'hui de charcuter, matraquer fiscalement cette classe moyenne? En tout cas, vous nous direz à la lumière de ce projet de loi de finances 2024. Jamel Diouani, sur première ronde, PLF 2024, où est la croissance et où sont les financements? Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que cette loi de finances est marquée par un contexte international puis national. Et qu'il y a des orientations stratégiques de Sa Majesté d'une part, il y a un projet gouvernemental qui est en train d'être mis en œuvre, et en dernier lieu, il y a les orientations aussi du projet de développement, donc le modèle de développement 2035. C'est les trames de fond pour cette loi de finances. C'est extrêmement important de rappeler que ceci rentre parfaitement dans cette logique et dans cette ligne de conduite. Ce premier point, Jamel Diouani, lorsque vous dites déjà, il faut tenir compte au préalable du fait que cette loi de finances 2024, projet en tout cas, pour le moment, tient compte d'un contexte international compliqué. Très compliqué. Inconnu, incertitude. Beaucoup reprochent aujourd'hui que justement ce projet de loi de finances 2024 ne tienne pas compte d'un contexte extraordinaire et plutôt aligné un contexte ordinaire. Ils sont très critiques là-dessus. Ils nous sortent une loi de finances comme si aujourd'hui on était exonéré de ce qui se passe dans le monde. Tout à fait. Et d'ailleurs, par les 4 piliers qui marquent ce projet de loi de finances, d'abord agir en prenant en considération les impacts de la conjoncture, notamment inflationniste et donc les effets aussi néfastes du dernier tremblement de terre. Et puis le 2, c'est la pilier extrêmement important, c'est les mesures qui sont prises pour renforcer davantage l'implémentation de l'État social. Quand aujourd'hui, vous dites qu'on tient compte de l'impact aujourd'hui du contexte international sur l'inflation, lorsqu'on prévoit au niveau prévisionnel un taux d'inflation à 2,5% au niveau du projet de loi de finances 2024, est-ce qu'on tient compte de ce contexte international, compte tenu qu'il y a une forte probabilité que les intrants se remettent à augmenter, notamment le baril de Brent? Tout à fait, il y a des hypothèses sur lesquelles sont basées ce projet de loi de finances. Parmi ces hypothèses, il y a le taux d'inflation. Est-ce que c'est réaliste ça, de pronostiquer un taux d'inflation à 2,5? On va finir 2023 entre 4,5 et 5, et puis il y a un rebond de l'inflation qui est prévu. Il y a un an, on était à 8,5. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 5,5. Une hypothèse, bien évidemment, est basée sur des études très, très poussées. Quelles études? Et qui a, bien évidemment, toujours une marge d'erreur, puisqu'on est dans la projection, on est dans l'avenir, et il y aura certainement soit des effets positifs qui vont encore baisser ce taux, soit peut-être une conjoncture encore plus difficile. On est mal parti mais pour avoir globalement, ce qui faisait il y a quelques mois que les taux d'inflation à l'international étaient tels, pour tous les pays d'ailleurs, enfin la majorité, ont été marqués par une période post-Covid, qui est aujourd'hui derrière nous. Donc tout ce qui est transport à l'international, qui faisait donc un boom, dont le coût a été multiplié par 4 voire par 5, et d'un autre côté aussi l'approvisionnement. Le baril de Brent aujourd'hui, vous le pronostiquez, en tout cas, je dis vous, c'est-à-dire la coalition gouvernementale, dont fait partie d'Istiklal et la majorité gouvernementale dans le projet de loi de finances 2024, à 82-83 $. Valeur là du moment et selon les pronostics et les prévisions, Banque mondiale, OCDE, le baril de pétrole devrait remonter à la hausse
dans les prochaines semaines et les prochains mois, conséquences d'ailleurs directes ou indirectes du conflit au Proche-Orient. Donc, et les tensions et le risque d'escalade régionale. Donc, est-ce que là aujourd'hui, se dire, voilà, si on se retrouve avec un baril, a priori, selon les prévisions des organisations internationales, autour de 100, 105 $, est-ce que du coup, ça balaye toutes les hypothèses qui sont prévues? Alors, d'abord, le pétrole constitue une partie, bien sûr, influente, et qui va influencer le taux d'inflation. Ce n'est pas le principal. Oui, mais c'est. Le gaz est extrêmement important parce qu'il y a des subventions de l'État là-dedans. Il y a d'autres produits énergétiques qui rentrent dans ce mix et qui impactent là. Mais il y a aussi une autre facette, c'est l'aspect monétaire. Parce qu'on a l'inflation, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect monétaire. Complètement. Les taux d'intérêt aujourd'hui qui sont depuis quelques mois stabilisés, puisque le taux directeur de la Banque centrale n'a pas bougé finalement, et qui donc aussi impacte ce taux d'inflation. Mais donc le baril de pétrole sera certainement pris en considération dans les prévisions, mais pas à 83 $, il va falloir que vous le revoyez à la hausse. Et vous allez certainement revoir à la hausse aussi, vous allez devoir revoir à la hausse aussi certainement le taux, le niveau d'inflation. Et tout ça peut avoir l'impact sur les prévisions en matière de croissance économique aussi. Vous tablez en tout cas sur 3,6, 3,7 de croissance, avec 75 millions de quintaux au niveau de la campagne agricole. Et ça, il faut qu'il y ait beaucoup de pluie. Donc ça fait aussi une autre incertitude et une autre inconnue sur le baril de Brent, c'est la conjoncture internationale où le baril devrait remonter à la hausse, et également sur le taux de croissance où si la pluie n'est pas au rendez-vous, ça ne sera pas 3,7 de point de croissance ou 3,6, mais ça sera plutôt 2. Alors, donc, on a toujours raisonné au Maroc, donc croissance avec, avec performance agricole et croissance en dehors de la performance agricole. Donc le taux de 3,7 me paraît tout à fait prudent, tout à fait raisonnable, compte tenu bien sûr d'une année qui s'annonce, je l'espère bien, alhamdoulilah, avec toutes les précipitations des dernières semaines, et après 2 ans consécutifs de sécheresse. Il faut aussi dire que la croissance est liée aussi aux autres secteurs d'activité qui sont portés au Maroc et qui se comportent très bien. Il y a le tourisme, il y a les avoirs extérieurs. L'impact du tourisme sur le PIB est très faible. L'impact du tourisme sur le PIB est très faible. Mais il y a l'industrie aussi qui compose cette croissance qui est à l'ordre de 14%. Qui ne décolle pas de 14%. Et on a un problème au niveau de la transformation industrielle qui crée peu de valeur. C'est-à-dire que ce secteur secondaire industriel, en matière de transformation, crée peu de valeur. Simplement de dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, avec une croissance, je rappelle qu'on va finir 2023, il y avait des prévisions du gouvernement lors du projet de loi de finances 2023 à 3,2, on va finir à 2,5, 2,6 maximum. Est-ce que ça laisse présager aussi une année 2024 aussi difficile que celle de 2023 et que tout ce que vous avez aujourd'hui, en tout cas, prévu au niveau du projet de loi de finances 2024, il va falloir le revoir à la baisse en matière de prévision? Absolument pas. Je pense que pour 2023, 2,5% est une performance, compte tenu avec toutes les perturbations qui ont connu toutes les chaînes, en fait, et pas mal de secteurs d'activité, et la hausse à l'international du prix du baril, du gaz, et aussi à une demande externe qui n'est pas encore au rendez-vous. Donc il y a... pour 2,5, c'est en 2023. C'est un très bon score et je pense qu'on est sur la consolidation de ces bases qui fondamentaux, qui sont des projets structurants dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité numérique, dans l'industrie. Sauf que vous n'avez pas réussi à faire baisser le chômage, et le chômage des jeunes en particulier, parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois. Donc si effectivement vous qualifiez le niveau de croissance en 2023 satisfaisant autour de 2,5, 2,6, on va attendre les derniers chiffres pour l'officialiser, mais en tout cas le taux de chômage n'a pas baissé, et notamment le chômage des jeunes. Mais simplement sur le financement. Où est-ce que vous allez trouver les financements, compte tenu que la croissance économique en termes de prévision reste suspendue à la pluie?
Donc avec beaucoup d'incertitudes vu le contexte international, où est-ce que vous allez trouver les financements pour financer ces aides directes? On parle de 27, 28, 29 milliards de dirhams par an sur le logement également, entre la reconstruction House et le nouveau programme national de logement. On est sur un volant de 30-35 milliards de dirhams par an et les autres besoins aussi en financement. Donc on est sur un volant de 120, 130, 140, 150 milliards de dirhams qu'il va falloir trouver. Où est-ce que vous allez les trouver? Alors, par rapport d'abord... Sachant qu'en plus, vous voulez maintenir le déficit budgétaire à 4%. Hein. Si vous permettez, je vais revenir d'abord à l'emploi. Oui. Et la croissance n'est pas corrélée automatiquement avec l'emploi. On peut faire de la croissance sans créer d'emploi. C'est ce qu'on fait nous, malheureusement. Non, absolument pas. Je pense que ce qui a été fait, ce qui justifie aujourd'hui que l'emploi ne suit pas l'investissement, parce que la mise en œuvre de la charte d'investissement qui va permettre d'améliorer le climat des affaires, de pouvoir fluidifier les procédures d'investissement. Il y a certains décrets d'application qui sont aujourd'hui dans le pipe et qui devront faciliter ce bassin. Est-ce qu'on crée de l'emploi par décret ou on crée de l'emploi en créant de la valeur? On crée de l'emploi quand on crée un climat d'affaires qui va permettre aux investisseurs d'investir et de créer des emplois. Aussi, il ne faut pas oublier que la création d'emplois passe aussi par l'entrepreneuriat. Il y a le programme Força. Oui. Peut-être qu'on reviendra sur ça pour l'évaluation. C'est de l'emploi subventionné. C'est de l'emploi subventionné par l'État. Pour créer une jeunesse entreprenante, une jeunesse capable de produire, capable de commercialiser, capable de créer de la richesse. Et ça crée aussi un bassin d'emploi. En tout cas, il n'y a pas de baisse visible. L'emploi viendra certainement comme avec un effet différé. Exactement. Il y a aussi le financement. Sur les financements, vous allez faire comment dans vu tout ce qui est prévu en matière de financement, vous disiez les aides directes, ne serait-ce que les deux programmes de logement. Pour un État, il y a finalement 3 grandes sources de financement, soit par la fiscalité, fiscale et autres, par parafiscale et par l'endettement. Pas 36. Et par la croissance, non la croissance est créée. Il n'aurait pas fallu démarrer par dire c'est d'abord la croissance qui est censée être la première source de financement. Exactement. Quand on parle de croissance, on parle de création de richesse au niveau des entreprises. Donc, sauf que la croissance n'est pas au rendez-vous pour le financement. La croissance du PIB, c'est la sigma des valeurs ajoutées des entreprises. Les valeurs ajoutées, il vient de l'investissement, comme on dit, etc. Maintenant, pour financer les dépenses, il y a des recettes. Ces recettes aujourd'hui sont composées de recettes fiscales, parafiscales, et puis il y a d'autre part endettement qu'il va falloir surveiller pour qu'on reste dans les normes. On l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez privilégier comme source de financement en 2024? Il y a le financement, ils sont de l'ordre pour pouvoir donc financer ces dépenses, soit élargir l'assiette fiscale, soit agir sur l'efficacité fiscale. Les deux piliers, je pense qu'aujourd'hui, le ministre des Finances a ouvert déjà un chantier important au niveau de l'efficacité fiscale, parce qu'il y a des mesures l'année dernière de prélèvement à la source. On va y revenir d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont... Il y a la loi sur les délais de paiement entre crédit interentreprises qui vont permettre aussi d'améliorer ces recettes. Est-ce que vous avez des certitudes à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des certitudes à ce niveau-là, ou est-ce que c'est des hypothèses hypothétiques? Non, absolument pas. Ça m'a l'air de sources de financement qui restent très aléatoires. Non, pas les recettes d'année en année, c'est presque mathématique. Donc, il y a des mesures fiscales qui sont incitatives. Mais j'ai parlé aussi d'élargissement de l'assiette fiscale. On va y revenir dans le deuxième thème, parce que justement, on va parler de la réforme de la TVA. Donc, vous dites que vous, fondamentalement, le financement pour tout ce qui est prévu en matière de dépenses, en tout cas, je disais le financement des aides directes, les deux programmes combinés au niveau du logement, à la fois la reconstruction House, c'est autour de 25 milliards de dirhams par an, 10 milliards de dirhams pour le programme national de logement qui a été lancé il y a une dizaine de jours. Oui, tout ça, on va le financer essentiellement par les recettes fiscales et l'endettement ou pas. Parce que je me dis que certains considèrent que maintenir un déficit budgétaire à 4%, c'est-à-dire pas de déficit budgétaire au-delà de 4%, ça va être difficile pour trouver les sources, le financement nécessaire pour financer tout ce programme-là.
Donc, toutes les mesures fiscales qui ont été prises, on les verra. Et je reviens encore une fois à l'efficacité fiscale, de pouvoir recouvrir au maximum, trouver des ententes, sans pouvoir, bien sûr, trop de pression, faire trop de pression sur les contribuables. Je pense que elle est dans le possible aujourd'hui d'aarriver à un endettement donc, de 4% maximum, dans l'optique de 3%, parce que c'est un objectif aussi qui est mis en place en 2026. Et c'est une règle d'or, effectivement, et qui améliore l'image au niveau des institutions internationales. Et qui permet surtout de s'endetter à des taux pas trop élevés. Mais on va revenir revenir là-dessus. J'avais dit, Wani, sur le deuxième round, justement, sur le terrain de la fiscalité, ce qui a été privilégié, priorisé par le gouvernement, c'est la réforme de la TVA. L'an dernier, c'était l'IS. Et cette fois-ci, c'est la TVA. Une réforme de la TVA. Donc, cette interrogation, réforme de la TVA ou nouvelle forme de hausse des prix? Est-ce qu'on va vers une hausse des prix aujourd'hui progressive? Parce que je rappelle que cette réforme, elle est dans la progressivité. Et en même temps, est-ce qu'on va dans une progressivité également au niveau des prix par le haut? Et pas du tout, Rachid. Les mesures qui ont été prises pour la TVA dans ce projet de loi de finances n'ont pratiquement presque pas d'impact sur le pouvoir d'achat en général, parce qu'il y a une compensation entre les mesures qui sont en faveur du consommateur et d'autres mesures qui sont bien sûr à supporter par le consommateur. Mais il faut absolument qu'on revienne faire le principe fondamental qui régit cet impôt. C'est un impôt neutre pour les entreprises et c'est un impôt censé être neutre. Neutre. Et on verra pourquoi on est en train de converger vers 2 taux, 10 et 20%, au lieu de 5 taux qu'on avait, et qui est le résultat, bien sûr, des débats lors des assises fiscales. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que c'est un impôt aveugle, c'est-à-dire il taxe la consommation. La TVA vient pour corriger, encourager la consommation, en quelque sorte, s'il le faut, ou décourager certaines consommations. On va encourager la consommation de produits à nécessité en annulant la TVA ou en la réduisant au maximum. On va, au contraire, donc, aller vers des taux importants. Par principe, la TVA, partout dans le monde, d'ailleurs, c'est l'impôt le plus injuste. Pas le plus juste. Le plus injuste. Et là, est-ce que certains considèrent qu'en fait, on va vers une hausse des prix? Effectivement, Nadia Ftihalaoui, ministre de l'économie et des finances, elle est défendue hier au Parlement d'ailleurs, en disant voilà que la baisse, qu'on va plutôt vers une baisse des prix plutôt qu'une hausse des prix avec la réforme de la TVA. Elle dit qu'il voilà, y aura une baisse autour de 0,20%. 22%, ça c'est dit. Voilà, mais ça est dit dans un premier temps. Sauf que tout ce qui est prévu, c'est-à-dire que ce qui était à 0 et 7% va être à 10% en matière de TVA, et ce qui était à 10, 14 va être à 20 d'ici 2026 avec une progressivité. Donc on va quand même, quoi qu'il en soit, on va aller sur une hausse des prix. Alors non, parce qu'il faut une lecture très très poussée de ces chiffres. Quels sont les produits qui vont connaître une hausse? Commencer par ceux qui ont peut-être un facteur d'eau, facteur d'électricité, il y a le transport. Eau, électricité. Vous augmentez l'eau et l'électricité. Alors l'eau, il y a 75% des factures qui auront une augmentation de 0,16 centimes. 16 centimes. C'est ça l'impact de la TVA. 75% des factures des Marocains de l'eau auront 15 centimes qui vont payer de plus dans sa TVA. Est-ce que vous allez me dire ça, c'est un impact? Pour l'électricité. Mais quand vous dites 75, il en reste 25. Oui, enfin, les 25%, c'est dérisoire. Ouais. Mais imaginez avec moi, aussi, il faut le rappeler, pour les Marocains, on accepte bien que pour l'ONU, l'électricité, il y a des tranches qu'on veut consommer. C'est pourquoi elles sont imposées de telle sorte. C'est pour décourager les ménages qui consomment plus d'électricité. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, dans l'économie de l'électricité et de l'eau, et dans l'intérêt de tout le monde. Même si l'électricité peut être produite autrement par des énergies renouvelables, mais pour l'eau n'est pas une ressource qui est renouvelable.
Donc c'est en plein lot. Il y a des projets structurants, mais il va falloir. Je pense qu'il faut minimiser ces mesures parce qu'ils n'ont pas un impact vous allez direct. augmenter l'eau, vous allez augmenter l'électricité, vous allez augmenter le thé, vous allez augmenter le sucre raffiné, vous allez augmenter les produits électroménagers. On n'augmente pas de thé. Les droits à l'importation vont être revus à la hausse. Oui, parce qu'il faut encourager aussi l'industrie nationale. On ne va pas importer des boîtes de thé emballées ailleurs, alors qu'on peut faire de la valeur ajoutée. Oui, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il y a des produits il faut absolument qu'on protège nos entreprises qui opèrent dans ce secteur. Est-ce qu'en 2024, parce qu'en 2024, on sera en autosuffisance en matière de production de thé? Non. Non, on importe, mais on importe en vrac pour qu'il y ait de la valeur ajoutée sur place, qu'on emballe ici, mais pas d'importer des produits finis. C'est ça qu'on corrige à travers cette mesure. Mais il ne faut pas oublier aussi que le beurre, par exemple, à 14% de TVA, deviendra à 0%. Le lait en poudre. Le beurre d'origine animale, pas d'origine végétale. Le beurre d'origine animale. Il y a eu cette précision. Exactement. Oui. Et c'est ce que d'ailleurs consomment le plus souvent les ménages. Pour ce qui est de la mesure sur les produits pharmaceutiques, une TVA qui va disparaître. Sur les médicaments. Sur les médicaments et les intrants des médicaments. Oui. Sur les produits scolaires. Vous avez vu que l'industrie pharmaceutique est contre cette décision prise par le gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances 2024, de retirer la TVA sur le médicament en disant que ça constitue une menace pour l'industrie pharmaceutique. Absolument pas. En tout cas, c'est ce qu'avance comme argument l'industrie pharmaceutique chez nous. Absolument pas. Parce que la TVA, c'est un impôt neutre pour les entreprises. Donc, s'ils créent de la valeur ajoutée, donc ils ne font que collecter l'impôt pour l'État. Ouais. Mais par rapport aux consommateurs, imaginez avec moi quelqu'un qui a une maladie chronique, qui chaque mois achète 300, 500 dirhams de médicaments. L'annulation de la TVA, c'est pratiquement 100 dirhams par mois de plus qu'il va gagner. Il y a les produits de scolaires, de fournitures scolaires. Et leur intrant aussi. Il y a aussi le lait en poudre, qui est extrêmement important, le lait instantané pour les bébés, et qui va soulager beaucoup de familles parce qu'il est très, très ça va surtout soulager l'État parce qu'on ne produit pas suffisamment de lait, parce qu'on importe beaucoup de lait en poudre. Oui, mais on produit aussi. Pas suffisamment pour répondre aux besoins. Et pour les industries laitières aussi, qui est extrêmement important. Donc, pourquoi ces mesures de TVA sont en faveur du consommateur. Oui, mais sauf que le rasoir va coûter plus cher en 2024, le sèche-cheveux, vous savez qu'on a une population qui est beaucoup plus féminine. Il y a plus de femmes que d'hommes chez nous. Et tous les produits électroménagers comme le sèche-cheveux, le micro-ondes, dont se sert la ménagère, va augmenter à partir de 2024. Et par contre, vous baissez le prix de la sardine et vous exonérez la TVA sur les médicaments. Voilà, il y a une certaine incohérence. Donc, il y a une cohérence totale. Il y a une cohérence bien évidemment. Parce qu'il y a des produits de première nécessité qu'on veut, bien sûr, faire un privilège pour le consommateur. Mais il y a d'autres qu'il va falloir aussi corriger le fait que le consommateur n'ait pas consommé davantage parce qu'il y a des ressources qui ne sont pas abondantes. Dernière petite question, on va passer au troisième round. Jamel Diouni, est-ce que cette réforme de la TVA, selon vous, va se traduire par des recettes plus importantes de TVA? Est-ce qu'il y aura plus de recettes? Je rappelle qu'aujourd'hui, la recette de la TVA, en tout cas pour 2023, va être autour de 95, 96, 97 milliards de dirhams. Est-ce qu'avec Hollande, lorsque cette réforme de la TVA sera effective, est-ce qu'il y aura plus de recettes? Je ne le pense pas, parce que l'objectif, c'est d'abord une stabilité extrêmement importante, parce que c'est un impôt qui touche la consommation, et donc la demande. Et donc, on ne peut pas être contradictoire. On veut relancer une demande, d'ailleurs à travers l'aide directe sociale, et de l'autre côté, taxer la consommation. Ça n'a aucun sens. Mais la TVA devrait être en principe stable pour permettre plus de consommation vers les produits. Il n'y aura pas d'augmentation. Vous n'attendez pas. En fait, le but, c'est pas d'augmenter les recettes fiscales en provenance de la TVA. Troisième round, Jamel Diouni, classe moyenne. Une population en voie de disparition. Ça fait quelques années aujourd'hui. C'est chiffré, c'est chiffrable. Je crois même que l'Alliance des économistes Istiqlaliya avait fait tout un travail aussi là-dessus, sur une érosion continue du pouvoir d'achat des classes intermédiaires.
et donc des classes moyennes. Est-ce qu'à la lumière de tout ce qui est prévu, tout cet arsenal qui est prévu au niveau de la réforme de la TVA, est-ce qu'on se dirige aussi vers une nouvelle forme de paupérisation et de précarisation de la classe moyenne? Il faut dire que ce projet de loi de finances accentue davantage les mesures sur la classe la plus défavorisée, qui est une priorité nationale, compte tenu de toute cette conjoncture aussi des derniers événements liés au tremblement de terre pour certaines provinces. La classe moyenne marocaine verra l'impact de ces mesures à travers plusieurs chantiers qui ont un impact indirect. C'est-à-dire, en 2024, pour la classe moyenne, il n'y a rien, elle va continuer à souffrir en silence. Il y a certaines mesures qui touchent directement la classe moyenne, notamment l'aide pour le logement, qui est une mesure extrêmement importante, qui est d'ailleurs initiée par Sa Majesté et qui est en faveur d'une classe moyenne qui verra en tout cas l'accès à la propriété beaucoup plus encouragé à travers des dons d'État, des soutiens de 100 milliards. La classe moyenne a besoin d'avoir un allègement. Deuxième chose. D'avoir un allègement au niveau de son pouvoir d'achat. Elle n'a pas besoin d'avoir une perspective d'endettement. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi, Benjamin Diaoune, il n'y a rien qui est prévu pour alléger la pression fiscale sur les revenus, pour justement redonner le pouvoir d'achat? Là, vous parlez de la réforme d'hier, je me dis que ça peut être qui n'est pas à l'ordre du jour et qui, bien sûr, devrait être le résultat des négociations entre les différents partenaires, le gouvernement, CGM, qui représente les entreprises, et les syndicats. Et ça, le dialogue social, qui est aujourd'hui un dialogue institutionnalisé et qui avance et qui devrait aboutir cette année, non seulement sur les salaires et sur la rémunération des différents salariés d'État ou autres, mais aussi parce que ça va toucher d'autres mesures. Le dialogue social n'a jamais fait référence aux classes moyennes. Fawzi Larja, ministre du Budget, avait annoncé une réforme de l'IR déjà en 2023. 2022, pour 2023, là, plus personne ne parle de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens à la thématique du jour, classe moyenne, est-ce que là, par rapport au projet de loi de finances 2024, il n'y a rien qui est prévu pour cette classe moyenne, justement, qui est le moteur de la consommation? Donc, il n'y a rien qui est prévu. Si on veut toucher à l'impôt sur le revenu, c'est toucher à l'un des piliers de ce projet de loi de finances. C'est la redistribution des revenus, une redistribution verticale, parce qu'il y a une progressivité de l'impôt, et il y a des règles à respecter au niveau de ça, parce qu'il s'agit d'une équité fiscale. Et donc, toute augmentation de salaire à travers une réduction de l'impôt, parce que toute réduction d'impôt est un pouvoir d'achat supplémentaire pour les salariés. Mais il va falloir compenser par d'autres recettes. Donc, très concret là-dessus. La bouteille de gaz, donc de 12 kilos, va augmenter à partir du 1er avril 2024, c'est ce qui est prévu dans l'agenda, de 10 dirhams. Et ça sera chaque année 10 dirhams supplémentaires. C'est ce qui a été annoncé par le chef de gouvernement. Par le chef de gouvernement, non. Ça veut dire que la classe moyenne, qui va devoir payer à partir du 1er avril 2024, et ce jusqu'en 2026, la bouteille de gaz plus chère. On est bien d'accord. Voilà. Alors, les autres produits ont également subventionné. Ça veut dire que ce qui est prévu dans ce projet de loi de finances, c'est de rendre encore plus pauvre la classe moyenne, et donc avec une érosion de son pouvoir d'achat supplémentaire. C'est comme ça que les choses peuvent être vues également, Jamel Diaoune. A priori, c'est très, je dirais, caricatural, parce qu'en réalité, tout le monde parle depuis plusieurs années que la caisse de compensation n'est pas juste, qu'il va falloir la faire disparaître et la remplacer par une identification directe des populations qui ont un sang de loi, qui sont vulnérables et dans le besoin, ce qui est en train de se faire aujourd'hui par ce gouvernement, et par une aide directe qui va remplacer cette caisse de compensation, finalement, qui va à 80%, 90% vers des personnes qui n'ont pas le droit d'y bénéficier. Donc il y a un mérite. Est-ce que la baisse du budget... On ne peut pas avoir un double dialogue. Est-ce que la baisse... Et dire d'une part qu'il faut absolument trouver une solution pour cette caisse de compensation qui est totalement injuste, socialement inacceptable, et de l'autre côté, des mesures comme l'aide directe qui va
à partir de cette année, donc fin d'année, être opérationnel, grâce bien évidemment à tout la bienveillance de Sa Majesté qui veut bien donc ancrer ça dans l'histoire. Et peu de pays ont aujourd'hui le courage de pouvoir s'engager avec leur population pour 500 000 dirhams par mois et voire plus, et qu'il y a un revenu permanent garanti par l'État. En contrepartie, si vous me dites une augmentation de 10 dirhams de butal, qui est injustement normalement... Qui va être combinée, attention, les 10 dirhams pour le gaz butal à partir de 2024 va être combiné à une hausse pour la classe moyenne du kilowattheure, du mètre cube d'eau, du fer à repasser, d'un certain nombre de produits qui vont augmenter également. Et au niveau du transport aussi. Le transport va également augmenter puisque la TVA va progressivement augmenter. Donc c'est la combinaison de plusieurs facteurs en fait qui va détériorer le pouvoir d'achat des ménages intermédiaires. Toutes les études qui sont faites aujourd'hui par le ministre des Finances vont conclure par absolument le contraire de ce que vous dites. Donc, concrètement, parce que les chiffres sont là. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les études faites par une haute administration ou c'est la réalité sur le terrain et la réalité sociale et la réalité économique des chiffres? Vous pouvez être en bonne santé et de mauvaise mine. Donc, vous pouvez être en bonne santé et de mauvaise mine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'on ne communique pas assez sur les arguments qui justifient toutes ces mesures. Peut-être aussi qu'on est habitué à un discours plusieurs années de dire, aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont concrètes, que le citoyen doit connaître, doit les assimiler et qui sont dans son intérêt. Et ce gouvernement a eu le courage et l'audace de prendre des mesures et de les défendre, et l'impact sera bientôt vu. Vous avez parlé de taux d'inflation, il y a un objectif, on va l'atteindre à 2,5%. À 2,5%. Vous prenez l'engagement d'avoir un taux d'inflation à 2,5% en 2024, ça sera ma dernière question, et un déficit budgétaire compressé et comprimé à 4%, c'est possible ça? Les yeux dans les yeux, est-ce que c'est possible? Très possible. Bon, donc on laissera le temps. Qui vivra verra, c'est ce qu'on dit? Exactement. Oui. Merci en tout cas. Que la conjoncture nous aidera là-dessus. Merci en tout cas infiniment à vous. Rachid. Jamel Diouani, je rappelle, député Istiqlal, président de la commission des secteurs productifs à la première chambre du Parlement et également membre de l'Alliance des économistes Istiqlaliens.